Il y a des histoires au sujet de personnes ayant survécu dans le désert, dans la forêt amazonienne et sur des îles désertes pendant des semaines. Ces histoires nous montrent à quel point l'humain peut être résilient. Mais parmi ces nombreux cas, il y en a un qui va t'étonner. C'est l'histoire d'un homme qui a passé 3 jours à l'intérieur d'un navire tout au fond de l'océan Atlantique. Il n'avait ni bouteille d'oxygène, ni électricité, ni radio, ni nourriture, mais il a survécu. Cela s'est passé en 2013, à bord d'un remorqueur qui naviguait le long de la côte nigériane. Ce matin-là, il y a eu une petite tempête. Le remorqueur tirait un navire transportant des cuves de pétrole. Tout à coup, une énorme vague est apparue. Elle s'est écrasée sur le navire et a rompu son câble. À 4h30 du matin, le remorqueur a chaviré. Son pont était complètement immergé, mais sa coque dépassait encore à la surface. Le bateau s'est ensuite mis à couler. Les 12 membres d'équipage ont été pris au piège. Ils étaient tous dans leur cabine, fermés à clé. Leur porte était verrouillée parce qu'il y avait des pirates dans cette zone. Et à cause de cette précaution, ils se virent dans l'impossibilité de sortir de leur cabine. L'un d'entre eux, le cuisinier Harrison Okene, se trouvait dans la salle de bain au moment de l'incident. Il vit la pièce se retourner. Il tomba sur le plafond. Tous les objets lui tombèrent sur la tête. Il était abasourdi et ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Lorsqu'il entendit les cris des autres membres d'équipage, il comprit que le bateau était en train de couler. Harrison fit tout ce qu'il put pour se relever. En s'agrippant aux parois, il réussit à sortir de la cabine. Le niveau de l'eau s'élevait maintenant au-dessus de sa tête. Il retint son souffle et plongea. Intuitivement, poussé par la peur, il atteignit la salle des machines. Il y avait là une petite poche d'air. Cette salle n'était pas entièrement inondée. L'eau n'y avait pas entièrement pénétré et il y avait encore de l'air pour respirer. Harrison comprit alors que c'était l'endroit le plus sûr du navire. Il n'avait ni eau potable ni nourriture. La pièce était froide et humide. Le sol était trempé et les pieds de Harrison commençaient à geler. Il n'avait presque aucune chance de survivre. Il trouva une boisson gazeuse et un gilet de sauvetage auquel étaient attachées 2 lampes de poche. À ce moment-là, le navire se trouvait au fond de l'océan, à une profondeur de 30 mètres, soit à peu près la hauteur d'un immeuble de 10 étages. La coque du navire subissait une pression énorme et grinçait de manière sinistre. Et Harrison entendit soudain un bruit étrange de l'autre côté de la porte. C'étaient des requins et d'autres poissons venus inspecter les lieux. C'est à ce moment que Harrison commença à perdre espoir. Le manque de vivres et la pression n'étaient pas ses seuls problèmes. La poche d'air était petite et il ne disposait que de peu d'oxygène. En 24 heures, une personne consomme environ 10 mètres cubes d'air. La réserve d'Harrison lui permettrait de tenir moins d'une journée. En dépit de cela, il parvint à survivre dans ces conditions pendant 60 heures. Et ce, grâce à l'eau qui l'entourait. La pression autour du navire comprimait l'air de manière inhabituelle. Mais la respiration du cuisinier représentait elle aussi un problème. Lorsque nous inspirons, nous absorbons de l'oxygène. Lorsque nous expirons, nous rejetons du CO2. Cette substance est dangereuse pour la santé si sa concentration dans l'air est de 5%. Harrison remplissait lentement la pièce de CO2. Et il ne pouvait pas sortir. Il avait de plus en plus de mal à respirer. Mais là encore, il eut de la chance. L'eau absorbe le dioxyde de carbone. Et par ses mouvements, Harrison favorisait ce processus d'absorption. Ainsi, à son insu, il parvint à maintenir le niveau de CO2 au-dessous du seuil critique. Mais il n'était pas encore sorti d'affaire. Il courait le risque d'une crise d'hypothermie. Cela se produit lorsque la température de notre corps descend au-dessous de 35 degrés. Il fait souvent très froid et nos perceptions sont affectées. On ne comprend plus où l'on est, ni ce qui nous arrive. La conscience est altérée et certains individus chercheront instinctivement un endroit où se cacher. Ce comportement étrange est une réaction autonome du tronc cérébral et est similaire à la conduite adoptée par les mammifères sur le point d'hiberner. Certaines personnes se mettront même à creuser le sol à main nue. Il ne faut environ que 2 heures à un adulte pour geler et perdre connaissance. La cabine d'Harrison était remplie d'eau glacée. Il n'aurait pas survécu dans de telles conditions s'il était resté près du sol. Mais il parvint à construire une petite plateforme à l'aide d'un matelas. Cela lui permit de rester au-dessus de la surface. Les heures passant, la peur et le désespoir gagnaient de plus en plus l'esprit du pauvre cuisinier.
S'il ne pouvait pas sortir, c'était pour de nombreuses raisons. L'une d'entre elles était que seul un peu de lumière pénètre à une telle profondeur. Et Harrison n'y voyait absolument rien. Sa boisson était presque vide et les lampes de poche ne fonctionnaient plus. L'homme se retrouva dans l'obscurité totale. Mais les secours étaient proches. Pendant que les sauveteurs cherchaient les éventuels survivants, il pensait à sa famille et à sa vie. À un moment, il vit des rayons de lumière à travers un trou de l'épave. Des plongeurs se trouvaient à proximité. C'était là sa seule chance de survivre. Harrison sortit de la poche d'air et nagea vers les sauveteurs. Il progressait dans l'obscurité. Mais la lumière provenant de la lampe du plongeur disparut soudain. Il essaya de retrouver le plongeur, mais celui-ci se trouvait maintenant de l'autre côté du pont. Il commençait à manquer d'oxygène, alors il retourna vers sa poche d'air. Ses poumons ne lui permettaient pas de continuer. Il faillit se noyer, mais il réussit quand même à atteindre la salle des machines. L'essentiel était de ne pas désespérer. Il pouvait encore s'en tirer. Après s'être reposé quelques instants et avoir repris son souffle, Harrison fit une deuxième tentative. Il sortit de la salle et vit les plongeurs. Il nagea vers eux en y mettant toutes ses forces. Le sauveteur ne vit pas Harrison. Alors notre cuisinier toucha sa nuque et attrapa fermement sa main. Le plongeur eut tout d'abord peur, mais il comprit vite qu'il avait un survivant en face de lui. Harrison nagea ensuite jusqu'à la salle des machines pour trouver un peu d'air, et le plongeur le suivit. Tu trouveras facilement un enregistrement vidéo de ce plongeur sur Internet. Tu verras Harrison effrayé dans sa cabine refuge avec le sauveteur. Les plongeurs lui donnèrent un masque à oxygène. Ils étaient stupéfaits d'avoir trouvé un survivant. Harrison ne put remonter immédiatement à la surface à cause de la pression. Il avait passé environ 60 heures au fond de la mer. Il fallait donc qu'il remonte lentement afin que son corps s'habitue à nouveau à la surface. Par conséquent, les plongeurs le placèrent dans une chambre de décompression afin de réduire progressivement la pression externe. Puis, quand Harrison fut remonté, il vit les étoiles. Le cuisinier pensait n'avoir passé qu'une seule journée au fond de l'océan. Il fut donc surpris de découvrir qu'il était resté sous l'eau pendant 60 heures. En outre, il croyait que les autres membres de l'équipage l'avaient abandonné en quittant le navire. De nombreuses années sont passées, mais Harrison rêve toujours de cette poche d'air où il a failli mourir. Il lui arrive même de se réveiller en pleine nuit, convaincu que son lit est en train de couler au milieu de l'océan. Il est arrivé quelque chose de similaire au plongeur Michael Proudfoot en 1991. Il inspectait un sous-marin naufragé au large de la côte de Baja, en Californie. Pendant qu'il était sous l'eau, il cassa accidentellement son détenteur de plongée et n'eut plus accès à l'oxygène de ses bouteilles. Il ne pouvait pas remonter à la surface, se trouvant à une trop grande profondeur. Il n'aurait pas eu suffisamment d'air dans ses poumons. Par chance, il trouva une poche d'air à l'intérieur du sous-marin. Il s'y réfugia et attendit les secours. Il resta sous l'eau dans une obscurité totale pendant 2 jours. Il se nourrissait d'oursins et buvait de petites quantités d'eau chaude trouvées sur place. Et les sauveteurs finirent par le retrouver. Michael Proudfoot a été secouru et a survécu. Alors écoutez bien, vous avez plus de chances de rencontrer une licorne dans un café que de survivre au fond de l'océan sans air pendant plus d'une demi-heure. Mais certaines personnes sont à la fois chanceuses et malchanceuses, comme Chris Lemons. Chris Lemons est un plongeur en saturation dont la vie a basculé en septembre 2012. C'était une journée de travail normale pour lui et ses collègues, Duncan et David. Ils étaient assis dans un caisson spécial sur le navire au-dessus du site de plongée. Ensuite, ils sont entrés dans une cloche où il était serré comme des sardines. Cette cloche est suspendue au navire et ils s'en servent pour se rendre sur les sites de plongée. Elle ressemble à la machine à pince avec laquelle on attrape les jouets dans une fête foraine, mais au lieu d'une pince, il y a une petite chambre. Ils sont arrivés sur le site de plongée et Chris et Dave se sont préparés à plonger. Duncan était resté dans la cloche pour surveiller l'équipement et ce qu'il y avait de plus important, le cordon ombilical. Ce cordon fournit aux plongeurs de l'oxygène, de la chaleur et de l'énergie afin qu'ils puissent utiliser leurs lampes, car, à une telle profondeur, il fait très sombre. Il est donc important que quelqu'un reste pour surveiller, la vie des plongeurs en dépend. Pour mieux comprendre le processus, vous devez en savoir plus sur la plongée en saturation. On est bien plus en sécurité au bureau toute la journée que quand on est un plongeur en saturation, à moins que notre bureau ne se trouve dans une cage au lion.
La plongée en saturation est tellement rare et dangereuse que vous n'en aviez probablement jamais entendu parler. Les plongeurs descendent à des profondeurs incroyables afin de travailler sur des conduites d'hydrocarbures. La plongée, en général, peut être risquée en raison de ce que l'on appelle les accidents de décompression. Si vous plongez trop profondément et remontez trop rapidement à la surface, de minuscules bulles d'azote peuvent se former à l'intérieur de votre corps, ce qui peut entraîner de graves problèmes de santé, voire pire. Ce n'est pas un problème pour les plongeurs ordinaires, car ils ne plongent pas aussi profondément que les plongeurs en saturation. Les plongeurs en saturation descendent de 200 à 300 mètres sous l'eau. C'est presque la hauteur de l'Empire State Building. Remonter à la surface depuis cette profondeur folle peut prendre jusqu'à 2 semaines. Il faut moins de temps pour aller sur la Lune et en revenir. Il est pratiquement impossible de rester dans l'eau pendant 2 semaines. Les plongeurs ont donc une astuce qui leur permet de rester en vie. Un caisson astucieusement conçu pour avoir la même pression que le fond de l'océan. Ils passent des mois dans ce caisson. Le caisson est isolé. C'est comme être en prison, mais en pire. Vous ne pouvez pas en sortir, quoi qu'il arrive. Le monde pourrait être en feu. Vous devriez rester à l'intérieur ou mourir. Ce qui est bien, c'est que les plongeurs ont accès à Internet. Le caisson est rempli d'un mélange d'hélium et d'oxygène, donc si vous voulez appeler votre famille, vous aurez une drôle de voix. La plupart des plongeurs n'appellent personne parce que c'est amusant d'inhaler de l'hélium et de parler d'une drôle de voix pendant un court instant, mais ce n'est pas très agréable de le faire pendant des semaines. Maintenant, vous en savez plus sur ce métier et sur sa dangerosité. Grâce à toutes ces astuces, les plongeurs peuvent faire leur travail sans courir de risques importants. Mais parfois, les gens n'ont pas de chance. Revenons à notre histoire. Chris et Dave devaient se remplacer une section de conduite et effectuer des contrôles réguliers au fond de la mer du Nord. Pour eux, c'était un travail de routine, mais les conditions météorologiques au-dessus n'étaient pas très bonnes. Le vent soufflait fort et il y avait des vagues de 4 mètres. Ce genre de conditions météorologiques est assez typique de la mer du Nord. Il n'y avait donc rien à craindre. Le navire chargé de la mission était doté d'une fonction pilote automatique. Quelles que soient les armes, les vagues, le bateau resterait stable. La plongée se déroulait normalement, quand soudain, l'alarme s'est mise à sonner. Dave et Chris sont immédiatement remontés. David a réussi à atteindre la cloche sans encombre. Mais la corde de Chris s'est accrochée au bord du collecteur et, malgré tous ses efforts, il n'a pas réussi à la dégager. Il s'est dit que cela n'aurait pas dû arriver, que c'était anormal. Il a entendu la corde se tendre. Puis il s'est rendu compte que le bateau avait commencé à bouger. Il était devenu une ancre vivante et, comme nous le savons tous, les humains ne sont pas conçus pour être des ancres. La corde s'est rompue et il est tombé au fond de la mer. C'était la pire situation qui pouvait lui arriver. Il a tout perdu, l'oxygène, la communication et la chaleur. Il allait soit geler, soit suffoquer. Il disposait d'environ 5 minutes d'oxygène d'urgence, mais c'était loin d'être suffisant pour survivre. Il lui fallait grimper jusqu'au collecteur pour être secouru. Mais lorsque le cordon s'était rompu, sa lumière s'était éteinte. Il a donc dû se déplacer à tâtons dans l'obscurité totale de la mer. Il ne pouvait même pas voir ses mains, mais il a réussi l'impossible et a escaladé jusqu'au collecteur. Malheureusement, il n'était pas au bout de ses peines. Il se trouvait dans la pire situation possible, et personne ne pouvait lui dire quoi faire, ni ce qui s'était passé. L'oxygène, à ce moment, était beaucoup plus précieuse que de l'or. Il devait respirer très lentement. Chris n'avait plus que 2 minutes d'oxygène au moment de remonter, et, au bout d'un certain temps, alors que l'équipe de secours n'arrivait pas, il a perdu tout espoir. L'équipe censée le sauver était en plein chaos. Il n'avait pas la stabilité nécessaire pour le secourir. Toutes les chances étaient contre Chris à ce moment-là. La seule chose en sa faveur, c'est que le navire disposait d'un petit sous-marin qui pouvait être contrôlé à distance. L'équipage pouvait donc voir ce qui lui était arrivé. Sur le site de plongée, c'était comme dans un film d'horreur. On ne peut pas détourner le regard, et ce qu'on voit nous marque à jamais. Il s'attendait à voir le plongeur dans le pire état possible. Par miracle, il bougeait encore, mais plus très longtemps. Des centaines de personnes étaient rivées à leur écran, regardant leurs collègues souffrir. Ils n'étaient pas très loin du site, mais ils ne pouvaient rien faire pour sauver leur ami. Une fois le navire stabilisé, ils se sont rendus à l'endroit où se trouvait Chris.
Ils avaient déjà perdu tout espoir et descendaient d'Orme seulement pour récupérer le corps. C'est David qui était chargé de récupérer notre ami. Il se sentait à bout de nerfs, mais se préparait mentalement à relever le défi. Environ une demi-heure plus tard, David arriva enfin à destination. Il attrapa immédiatement Chris et grimpa dans la cloche. Duncan les attendait à l'intérieur. Lorsqu'ils arrivèrent, Duncan enleva immédiatement le masque de plongée de Chris. Ce qu'ils virent était terrifiant. Le visage de Chris n'avait pas sa couleur habituelle et il était froid. On aurait dit qu'il était mort. Duncan essaya de lui donner les premiers soins, quand soudain, Chris se leva d'un bond, plein d'entrain, et s'assit sur son siège. Dave et Duncan n'en croyaient pas leurs yeux. Chris semblait aller très bien. Des tas de médecins l'examinèrent et annoncèrent qu'il était en aussi bonne santé que peut l'être quelqu'un qui a passé une demi-heure sans respirer. Selon toute vraisemblance, il n'aurait pas dû survivre plus de 3 minutes. À ce jour, aucun scientifique ne sait comment il a survécu. Il se peut qu'il ait été exposé à un niveau élevé d'oxygène dans la chambre et qu'il ait donc disposé de niveaux plus élevés que la normale. La température très basse a aussi pu ralentir son métabolisme et l'empêcher de perdre trop d'énergie, mais personne n'en est sûr. On penserait qu'après ça, il ne plongerait plus jamais. Mais il continue aujourd'hui encore à travailler comme plongeur en saturation et n'a pas l'intention d'arrêter. Il est même retourné à l'endroit qui a failli le perdre et a terminé le travail qu'il avait commencé. Bravo!